Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Alors, rebonjour à toutes et tous. 11h06, on continue sur la ligne 11. Donc c'est notre première séquence projet RATP, donc plutôt sur l'angle du kilomètre pour ce projet de 6 km. Mais on va s'intéresser plus particulièrement à 600 mètres de ce projet. Alors, pour introduire le projet de la ligne 11, on a pensé, et je remercie pour ça Benjamin Claustre qui va se présenter juste après, qui est donc l'ancien directeur de l'opération de la ligne 11, que je remercie pour sa présence, parce qu'il n'est plus, il est retraité de la RATP, mais il nous fait l'amitié de sa présence ce matin pour vous présenter le projet de la ligne 11. Ensuite, on a 2 tables rondes. Donc, je pense que les intervenants des tables rondes pourront venir au fur et à mesure des tables rondes pour... voilà, donc une première table ronde qui est plus consacrée au lien entre le projet et les territoires. Donc, on a une représentante de la ville de Montreuil qui est parmi nous et qui va pouvoir présenter les différents projets urbains en lien avec la ligne 11. Et la deuxième table ronde, c'est donc sur cette portion aérienne de 600 mètres des 6 km du prolongement de la ligne 11, donc la partie sur l'infrastructure aérienne avec ses architectes et ses maîtres d'œuvre qui sont parmi nous également. Et ensuite, si on a le temps, sinon on le traitera en début d'après-midi, une petite perspective sur l'enseignement des projets de transport en école d'architecture. Donc je vais laisser Benjamin... Bonjour, bon, je me présente rapidement. Donc, retraité, mais j'ai quand même passé 40 ans à la RATP. J'ai été diplômé en 84, puisqu'on se présente un petit peu, et puis je suis rentré directement donc, dans les services d'architecture de la RATP. À l'époque, c'était vraiment essentiellement maîtrise d'œuvre. On était 7 à l'époque, architectes à la RATP, on est 60. C'est un petit peu dans la même tendance que ta courbe là, que tu as présentée tout à l'heure. C'est intéressant. Moi, j'ai un parcours un peu spécial, donc je suis passé 5 ans en maîtrise d'œuvre, et puis ensuite je suis allé à l'exploitation, et j'ai passé, je pensais y aller 2 ans en me disant je vais à l'exploitation pour voir un peu ce que c'est que les RATP quand même, parce qu'on est à la RATP, il faut connaître un peu ce que c'est. Et puis j'y suis resté plus de 20 ans à l'exploitation, donc dans les bus et puis au RER à la fin. Et puis ensuite je suis revenu curieusement plutôt côté maîtrise d'ouvrage, enfin d'abord sur un territoire en Seine-Saint-Denis, et puis ensuite sur un projet dont on va parler maintenant. Donc comme si un peu la boucle était bouclée avec ce parcours au plus profond de la RATP, puis ensuite revenir un petit peu côté maîtrise d'ouvrage. Et je pense que c'est assez intéressant. Enfin, moi, j'en ai tiré beaucoup de profit. Voilà, moi je pense que dans notre métier, moi j'ai toujours senti que mon rôle c'était un peu celui d'un passeur, de quelqu'un qui fait un peu l'interface sur ces relations maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, extérieur, intérieur, un petit peu artisan de cette communication et de cette rencontre entre plein de mondes différents, que ce soit technique ou bien autre, politique et autres. Alors pour parler de la ligne 11, voilà, donc vous avez une description synthétique du projet. Donc c'était un gros projet parce qu'on passait de 6 km à 12 km, donc on a doublé la longueur de la ligne avec 6 stations nouvelles, un nouvel atelier de maintenance, des ouvrages techniques. Donc c'était quand même à l'époque... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça à la RATP, de faire un projet aussi important et aussi impactant en Seine-Saint-Denis notamment. C'est-à-dire que là, on voit quand même, on va de la porte des Lilas jusqu'à Rosny-Bois-Perrier. Donc c'est tout un territoire qui a été concerné par ça. Et de fait, ce projet, il est sorti parce qu'on avait des collectivités qui étaient à fond pour ce projet. Donc la maire de Romainville sortait toujours
un document de 1900, une délibération du conseil municipal demandant le prolongement de la ligne 11 à Romainville. Donc voilà, ils avaient toujours ça. C'était une attente très très forte. Et ce qui a fait la force du projet et ce qui a permis à ce projet de sortir, c'est que toutes les collectivités, quel que soit leur bord politique, étaient ensemble. Elles ont fondé une association qui s'appelle l'APPL Ligne 11. On va sauter, c'est un petit peu trop loin là, on va trop loin. Reviens à ça pour l'instant. Voilà, et donc il y avait une association qui a été fondée, et c'est eux qui ont vraiment porté ce projet, et en étant unis entre différents bords politiques, je pense que ça a donné confiance aux financeurs notamment, qui ont petit à petit, on va voir après, permis au projet d'avancer. Donc quand on a comme ça 6 km en banlieue, vous imaginez que ça fait beaucoup d'interfaces, beaucoup de préoccupations à prendre en compte, donc on va essayer de rentrer un petit peu dedans maintenant. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de faire... c'est la ligne 11. On était un petit peu 11-maniaque sur la 11. Donc, il fallait toujours que tous les trucs se terminent par des 11. On ne parlait que de 11. Hein, on parlait 11. Donc, en fait, on va faire un petit focus en 11 points d'une minute de petites histoires de maîtrise d'ouvrage qui, en fait, ont quand même constitué petit à petit l'identité de ce projet. Et c'est souvent des histoires un peu surprenantes. Vous allez voir. Donc... c'est resté dans ce sens-là, j'avais plutôt mis ouais, voilà. Donc c'était une équipe d'élus qui était très porteur, et en fait on a fait une chose assez sympa en 2013, c'est qu'on a emmené tout le monde, la RATP, on a emmené tous les élus du territoire à Hambourg pour aller voir une IBA. Alors je pense que vous savez ce que c'est qu'une IBA, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais à Hambourg. Moi j'avais eu la chance d'y aller en 2010, et je me dis il faut quand même qu'on emmène les élus là, parce que ça permet de voir un petit peu comment on peut transformer un territoire qui est un territoire un petit peu en friche, ce qui peut être une façon de voir aussi le territoire de Seine-Saint-Denis, notamment dans la zone de Rosny-sous-Bois, Noisy-le-Sec. Donc on était allé à l'IBA, avec ce beau portrait, là, tous les maires du coin. Et c'était vachement sympa d'être à Hambourg et de se projeter un petit peu et de faire rêver un petit peu les élus sur ce que pouvait apporter le métro dans ce territoire. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que la RATP elle avait ce souci de la ville, et on était en plein dedans, c'est-à-dire là où un projet de transport aujourd'hui, c'est plutôt des financeurs qui se préoccupent uniquement d'une infrastructure. Nous, la RATP, on avait une signature qui était de dire non, un projet de transport, c'est de la ville. Et donc, on voulait vraiment pousser ça, et je pense que ça a été utile de le faire. Donc on est allé à Hambourg, et puis un petit peu après, on a eu une autre démarche, c'était en 2014-2015, on en parlera tout à l'heure, de faire un contrat d'axe. Alors c'était une nouveauté à l'époque, c'était de voir comment on pouvait accompagner un projet d'infrastructure avec plein de facettes territoriales qu'on pouvait travailler. Et donc combien d'actions, je ne sais plus, 150 construites avec les différentes collectivités territoriales, 150 actions qui étaient prévues en accompagnement du projet de la ligne 11. Et donc signées par... toutes ces personnes, les maires, les présidents de région, le président de la RATP, enfin... Et alors, une petite image de planète à côté, parce qu'en fait, on a eu une chance incroyable, c'est qu'en 2015, il s'est trouvé qu'on avait un alignement de planète politique incroyable entre le gouvernement, c'était Jean-Marc Ayrault, on avait François Hollande, Barthelone à l'Assemblée nationale. Alors Barthelone, c'est un petit peu le baron du secteur des Lilas, hein, c'est lui qui était l'autorité politique du coin. On avait Jean-Paul Huchon à la région, enfin, il y avait une espèce d'alignement incroyable, et c'est quand même un peu grâce à ça que le projet, qui n'était pas un projet forcément beaucoup porté, en tout cas côté RATP, parce qu'on était plus sur des projets techniques, hein, l'automatisation de la ligne 4 ou bien la ligne 14 où il y avait une grosse attente de désaturation de la ligne 13. Là, ce truc-là est parti parce qu'il y avait cet alignement politique incroyable. Voilà. Alors, il se passe différentes petites choses sympas après. Alors, en 2013, fin 2013, on apprend que le commandant le colonel des pompiers de Paris nous dit moi, les espaces d'attente sécurisés, je ne veux plus voir ça. Hein. Je vous donne les permis de construire de la ligne 4, de la ligne 12 et de la ligne 14. OK, mais c'est fini. Plus jamais de AS dans des projets de métro. Je ne veux pas envoyer mes petits gars au feu. En gros, il disait le truc, on met des gens en attente dans une boîte en plein feu et qu'il faut en plus que les pompiers aillent les chercher dedans. Il dit, je ne veux pas. Terminé, vous trouvez une autre solution, vous débrouillez pour que toutes les personnes en fauteuil puissent évacuer les stations de façon autonome. Ah, c'est pas du tout ce qu'on avait conçu. Alors là, on a ici comment on faisait les stations à l'époque. C'était plutôt des stations où toutes les circulations verticales partaient des quais. Hein, escalier mécanique, ascenseur, escalier, tout partait des quais directement dans le même espace. Et puis on avait même une vision un peu cathédrale, c'est-à-dire que la station devait être
un immense hall, et même pourquoi pas avoir la lumière du jour qui arrivait dedans. Donc, comment on fait? Donc, on a réfléchi, on s'est mis à quelques-uns à travailler dessus, et on a trouvé cette solution qui est assez différente, parce que vous voyez qu'on a d'abord, on a les ascenseurs, au lieu de les grouper, on les a un petit peu répartis sur l'ensemble de la station. Puisqu'on en faisait 2 parquets, on a dit autant faire deux fois, démultiplier un petit peu la disponibilité des ascenseurs. Et puis, on a mis sur le côté, alors je ne sais pas si ça se voit très bien, mais on a mis sur le côté tout ce qui était vertical, et on a laissé les quais fermés. Il faut savoir que les risques numéro 1, c'est un feu de train. C'est ça le risque dans une station de métro. Et qu'à partir du moment où on est sorti des quais, on n'est plus exposé au rayonnement et on n'est plus non plus exposé aux fumées. Parce qu'en fait, avec les systèmes d'extraction, tout sort directement dans les ouvrages de ventilation. Donc, en mettant tout sur le côté, d'une part, on mettait tout le monde à l'abri du feu tout de suite. En plus, les ascenseurs étaient des ascenseurs qui restaient des ascenseurs normaux, parce qu'on n'avait plus besoin de les couper quand il y avait l'incendie, ou d'avoir des ascenseurs très compliqués. Donc on avait ça. Et puis surtout, ce qu'on a gagné et ce qu'on a mis en haut, on a 2 choses. D'une part, c'est l'accessibilité universelle, c'est-à-dire qu'on permettait à toutes les personnes dans le métro d'être ensemble. C'est-à-dire que s'il y avait un problème, un incident, les personnes évacuaient ensemble. On ne disait pas aux personnes en fauteuil, vous allez dans la petite boîte là-bas, puis nous, on s'en va en courant. C'était une activité qu'on a dit universelle, où tout le monde se retrouvait ensemble, et puis éventuellement en soutien et en solidarité pour évacuer. Et puis, la conséquence, si vous allez la voir dans la planche d'après, c'est qu'on a fait du vrai métro sans le faire exprès, c'est-à-dire qu'on a refermé les stations, et ça ressemble, Gabriel, je te passe le relais. La transition. Donc ça ressemble au métro historique parisien. Donc c'était aussi l'attente des territoires, c'est que ce soit l'identité patrimoniale du métro de Paris, du métro parisien, du métro francilien, qui puisse se prolonger en Seine-Saint-Denis. Donc en fait, on a fait à l'époque une charte pour inciter effectivement les architectes finalement à essayer de traduire de façon contemporaine cette identité patrimoniale forte du métro à la rencontre de ces nouveaux territoires. Donc on a fait du chic and cheap, mais cheap au sens économique, pas au sens, on va dire, qualitatif en termes d'ambition et de stratégie architecturale. Donc on a essayé effectivement, en lien avec les architectes des stations, d'essayer de traduire ces enjeux d'architecture contemporaine avec les contraintes économiques également du maître d'ouvrage. Il y a également eu, pour accompagner le développement du métro et de ces nouveaux kilomètres, on ne peut pas forcément reprendre tous les marqueurs identitaires anciens du métro. Par exemple, c'est le cas des exemples de ces accès à Guimard. Donc, il était hors de question de pouvoir de recréer, de refondre des nouveaux ouvrages Guimard pour les futurs accès de la ligne 11. Donc, il y a eu une démarche de créer en fait une nouvelle identité d'accès au métro, les accès 2030, qui ont été conçus par le designer Marc Aurel. Et qui ont donc équipé les nouveaux accès des stations de la ligne 11 et les nouveaux accès des stations de la ligne 14 pour essayer de conserver cette véritable liaison identitaire avec Guimard dans une expression complètement contemporaine. Je fais vite parce qu'on a dit 1 minute par sujet. On a 10 minutes. Alors après, on a une autre belle surprise, c'est le poste de commandement centralisé du métro. Donc là, vous avez un petit schéma où on avait 3 lieux possibles. C'était une sous-station dont a parlé tout à l'heure Stéphane Soro, c'est-à-dire un bâtiment un petit peu ancien, rue de Belleville, où il y avait les équipements électriques. Un autre endroit, c'était Rosny, là où il y a le centre de maintenance aujourd'hui, donc de faire ça au-dessus du centre de maintenance. Et c'était compliqué les deux, parce que là, il fallait transformer entièrement une sous-station, enlever ce qu'il y avait dedans, et ensuite retransformer pour faire un nouveau PCC. Donc on avait plusieurs années de travaux. Rosny, il fallait attendre que le centre de maintenance soit fait pour venir après, presque à la fin, faire le PCC. Donc ça mettait un petit peu une tension sur le planning du projet. Et puis tout d'un coup, heureuse surprise, on apprend que l'immobilier de la RATP avait un projet de construction à Bagnolet. Vraiment, vous voyez, vous savez, situé exactement au milieu des 6 km. Et on a dit, pourquoi on ne fait pas le PCC, c'est là. Et on a pu construire le PCC dans les locaux d'Habitat, enfin de RATP Habitat. On voit la coupe là, un super local, et là ça a dérisqué énormément de choses, puisque en faisant le PCC là, on a pu commencer à l'équiper, on a pu commencer à faire des liaisons, des transferts de liaisons, on parlait tout à l'heure d'opérations de pianoter, on a pu commencer à faire plein de choses liées au système de transport, et prendre presque de l'avance sur cette question des systèmes de transport. C'est une aubaine, vraiment, une opportunité incroyable.
Deuxième belle surprise, c'était le Rosny 2, le centre commercial de Rosny 2, peut-être que certains vous connaissent. On fait le projet, et alors le projet de métro, pour aller au centre de maintenance, il fait le tour du centre commercial. Ça fait un peu comme Fort Alamo, non, c'est tout tour comme ça. Alors évidemment, le centre commercial, c'était Unibail à l'époque, maintenant c'est Westfield. Ils disent, pas question, on va paralyser le centre commercial, c'est je ne sais pas combien de chiffres d'affaires qui sont bons. Et donc tout de suite, ils font un recours contre la déclaration d'utilité publique. D'abord un recours gracieux, puis après rejeté, puis après un recours contentieux. On se retrouve avec une situation quand même très compliquée. Vous dites, comment on va faire ça? On est parti parce qu'il y avait tout le tour qui était fait en tranchée. Il fallait faire des chantiers successifs par phase, tout autour, avec des modifications d'accès. On s'est dit, ça va être l'enfer. Et on a fait un protocole. Donc on a fait un protocole tout de suite, ça a pris 1 an. On a signé un protocole avec eux et ça aboutit à ce que, avec l'argent qu'on donnait dans le protocole, ils ont pu construire le parking que vous voyez devant vous. Là, on voit un parking à étage le long de l'avenue Général de Gaulle, un énorme parking qui a permis de transférer toutes les places pendant le projet sur ce nouveau parking et donc de libérer l'espace. Et là aussi, la bonne surprise, c'est qu'au lieu d'avoir un truc galère, on a pu faire ce qu'on appelle la boucle de Rosny. Presque, c'est ce qui a été fini en premier, et ça a permis aussi de faire des essais de train en premier là. Donc ça a été vraiment une bonne opération, on voit la station là. Et puis là où le centre commercial disait ça va nous tuer le centre commercial, on savait qu'ils n'étaient pas de bonne foi quand ils disaient ça. Tout le monde va partir au bazar, tout le monde ira au bazar d'hôtel de ville ou de venir chez nous. Bon, d'accord. C'était un peu gonflé. Et en fait maintenant ils ont un projet. Alors il est un peu compliqué parce qu'il y a des oppositions qui sont sur le permis de construire, mais toute la zone qui est là entre la station que vous voyez là et puis le centre commercial ancien, ils ont un projet de tertiaire énorme, donc ils vont tout investir ici et pour le coup vraiment faire du développement urbain. Autre particularité de ces grands projets, c'est les questions de phasage. Donc pour installer l'atelier de maintenance des trains, il y avait un site qui n'était pas tout à fait disponible, mais qui dont le département était propriétaire. Donc il y avait plusieurs structures du département qui étaient sur ce site. Donc avec l'aide d'un architecte qui avait donc fait un plan guide. Donc un plan guide, c'est pour aider les maîtres d'ouvrage à essayer de définir des opérations urbaines dans la durée, de planifier aussi qu'est-ce qui se passe spatio-temporellement. Donc avec l'aide de ces architectes, on a défini un plan guide qui a permis, étape par étape, de désactiver les bâtiments utilisés par le département, démolir certains, en reconstruire d'autres pour permettre de dégager la surface nécessaire pour la réalisation de l'atelier de maintenance des trains de la ligne 12 dans ce secteur. Donc ça a été compliqué au début, mais une fois que le phasage en lien avec tous les maîtres d'ouvrage était décidé, on a pu dérouler les travaux de cet atelier qui a donc été conçu par les équipes d'architectes de la RATP. J'avance là, on passe à Paris, parce que la ligne 11, c'est aussi un sujet parisien. Ça a été l'opportunité de pouvoir améliorer l'accessibilité des stations existantes de la ligne 11 à Paris, d'ajouter de nouveaux accès pour certaines pour améliorer les conditions d'évacuation. Et cet accès qui est situé rue du Temple, donc juste à côté du bazar de l'Hôtel Lévé, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une entrée historique parisienne. Elle a été créée là parce que l'autre emplacement qui était prévu pour des questions techniques, on n'a pas pu le réaliser, mais on s'est dit, là, il y a un trottoir qui est disponible, rue du Temple. Donc là, on voit aujourd'hui l'accès au métro. Donc c'est vraiment un nouvel accès, comme s'il avait toujours existé. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne se doute que c'est un accès qui a été créé il y a seulement quelques années en lien avec la ligne 11. Et vous l'avez remarqué, on n'a pas par contre utilisé le design des entrées accès 2030. On a préféré respecter effectivement les accès historiques du métro parisien. Là, on passe sur les sujets immobiliers pour cette avant-dernière planche. Donc bon, forcément, projet de transport en lien avec les territoires, ça a été aussi un projet qui a permis d'encourager l'augmentation du prix du mètre carré dans les différents territoires desservis. C'était aussi le jeu du contrat d'axe avec les territoires que de favoriser la densification des territoires. Donc il y a beaucoup de villes, et Marie Fortanet qui parlera de l'expérience de Montreuil va nous en dire quelques mots. Mais ça a été effectivement une opportunité d'accompagner la densification urbaine qui était l'effet recherché aussi par l'arrivée de ce vaste projet de transport.
Donc il y a beaucoup de territoires effectivement qui ont pu accompagner cette densification. Et finalement, nous, sur la station, la petite anecdote, c'est que sur la station Romainville-Place Carnot, comme vous pouvez pouvoir voir sur l'image, on avait prévu également un projet immobilier de logement au-dessus de la station de métro. Donc la station de métro, elle a été conçue pour ça. Les mesures conservatoires sont prévues pour permettre ce projet. Sauf que là, la photo a été prise il y a quelques jours. Le projet immobilier n'est pas au rendez-vous parce qu'il y a eu des changements, on va dire, de stratégie politique à Romainville qui ne revendiquent plus cette densité. Donc on est arrivé les derniers, mais on est arrivé un peu trop tard dans cet élan de densification. Donc là, on est en train de réfléchir à notre projet pour essayer de proposer une solution pour quand même compléter cet accès principal Romainville-Place Carnot. Il y avait un R+5 avant quand même à ce moment-là, hein, Ouais. qu'on a cassé. Voilà. Donc les aléas des projets dans la ville. Et la dernière planche qui fera la transition parfaite avec les sujets liés à la ville de Montreuil, c'est donc cette histoire de la station Laduis. Donc la station Laduis, c'est la 4e station du prolongement. Donc là, je vous ai mis un extrait là, du schéma de principe qui prévoyait, c'est assuré en bleu, la possibilité d'un projet urbain. Donc on réalisait la station en mode classique, donc ça veut dire une grande excavation qui permettait de pouvoir réaliser un projet urbain au-dessus de la station une fois construite. Malheureusement, ou heureusement, parce qu'après il faut toujours rebondir sur les difficultés en les transformer en opportunités, il y a eu une association qui s'est créée pour proposer une vision alternative de la station. Et compte tenu effectivement des difficultés et de l'opposition très forte de cette association, on a décidé de réaliser la station en mode souterrain pour éviter les expropriations et éviter effectivement la mutation qui était prévue sur ce secteur. Donc on a pu trouver d'autres solutions pour les nouveaux accès à la station, et ce sera la transition avec la table ronde qui va vous présenter ce qui est devenu la station Laduis avec les accès qui ont pu être réalisés pour contourner cette difficulté. Non, je pense ce que vous pouvez retenir, enfin ce que moi en tout cas je retiens de mon expérience de Avignon, c'est qu'en fait on a eu pas mal de contrariétés, enfin on a eu des contrariétés, il s'est passé des choses, le projet est parti, tout n'était pas écrit dès le début parfaitement bien, au contraire, et puis il s'est passé des choses et à chaque fois ce qui s'est passé, ça s'est bonifié après. Donc je pense que c'est une bonne leçon pour nous, c'est-à-dire qu'en fait quand il y a un pépin en cours de projet, un recours ou peu importe quoi, finalement derrière, quand on s'y met, on arrive quand même à faire des choses qui apportent même du mieux quelquefois sur le projet qu'on avait prévu à l'origine. Alors je vous propose, merci Benjamin, merci beaucoup, je vous propose de passer à la table ronde sur le bilan et les perspectives du contrat d'axe avec les territoires. Donc j'invite Anne Grillet-Aubert, Marie Fortanet, et je vais laisser la parole à Anne. Et Benjamin, tu restes avec nous. Merci. Bien, bonjour. Alors, nous sommes désolés, mais malheureusement, Juliette Molla, qui devait nous rejoindre, ne sera pas parmi nous. Elle a un souci de santé et elle est immobilisée pour 8 jours. Donc, nous avons pensé cette table ronde pour un dialogue entre des acteurs de la ville, donc Marie Fortanet et de la ville de Montreuil, le rôle de la RATP, et Juliette Molla, donc, qui est enseignant-chercheur et qui a beaucoup travaillé sur les contrats d'axe et en particulier sur la relation, de façon plus générale, sur la relation urbanisme-transport, pour justement tenter un bilan provisoire, bien sûr, de ce qui a été lancé au milieu des années 2010, dans un moment particulier. Alors, le contexte, je peux donner quelques éléments de contexte très superficiels parce qu'on comptait un peu sur Juliette Molla, justement, pour nous présenter ce contexte. Le contexte, Benjamin en a dit 2 mots tout à l'heure, c'est il y a plusieurs éléments. Il y a d'une part un moment important depuis les années 2000 d'une volonté, d'une maîtrise de l'étalement urbain en renforçant un principe de TOD, selon le mot, le slogan
mis en œuvre aux États-Unis et en Europe avec d'autres mots, la ville de des courtes distances, c'est-à-dire d'avoir une urbanisation le long ou en rapport avec le développement de lignes de transport collectif, de voies ferrées. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé avec un nouvel outil, justement, qui est le contrat d'axe, et qui avait été d'abord réalisé dans des villes de province, pas en Île-de-France, à Toulouse, à Grenoble. Il a eu lieu à Toulouse et Grenoble. Et il a été proposé, justement, pour la première fois en Île-de-France, en rapport avec la ligne 11. Il devait se proposer. L'autre élément important du contexte pour qu'on comprenne ce qui s'est passé, c'est toute l'histoire du schéma directeur de la région Île-de-France, donc qui avait été signé en 2008, enfin par la région Île-de-France, mais pas approuvé par l'État, donc qui a fait l'objet d'une seconde révision pour être approuvé en 2013. Et le principe, le modèle spatial présenté dans le schéma directeur, donc concomitant avec le projet d'extension de la ligne 11, était celui d'un modèle d'urbanisation extrêmement dense, c'est-à-dire la ville compacte, resserrée à l'échelle de la métropole, si on le regarde d'un point de vue de l'espace régional, et aussi resserré autour des nouvelles stations de métro, en particulier des stations de métro du Grand Paris Express. Mais ce principe devait aussi être mis en œuvre ou proposé à propos de la ligne 11, donc autre grand projet de transport collectif et autre occasion de proposer un modèle d'aménagement qui comportait une volonté justement de resserrer l'aménagement autour en rapport avec la ligne de ce transport. Cette volonté s'est traduite par un premier document qui est une charte d'aménagement. Et cette charte d'aménagement a permis justement un travail qui renforçait l'intercommunalité, c'est-à-dire un travail de coordination des acteurs et des différents acteurs du transport et des villes, des 11, la fameuse onzaine, des villes desservies par la ligne. Et l'autre ambition était aussi de mettre en œuvre une stratégie foncière pour éviter les risques de renchérissement, de gentrification, etc. Voilà, ça ce sont donc un petit peu les prémices et les points de départ de la charte d'aménagement, dans un premier temps, signée donc première charte d'aménagement, puis qui a donné lieu de façon beaucoup plus concrète à la signature du contrat d'axe. Donc je passe la parole à Marie Fourtanet qui va nous parler de ce qui s'est passé à Montreuil. Bonjour, je suis Marie Fourtanet, donc moi je suis architecte urbaniste à la ville de Montreuil au service études de la direction de l'urbanisme. Donc je suis partie dans la fonction publique, architecte de la fonction publique, pour rebondir sur l'échange de ce matin. Je vais vous faire un récit donc, de la transformation urbaine de la Boissière en lien avec le prolongement de la ligne 11. Alors la Boissière, c'est sur le plateau Montreuil, il y a le bas Montreuil, le haut Montreuil, c'est sur le plateau de Montreuil et c'est vraiment en bordure du plateau et en limite intercommunale avec Noisy-le-Sec et Rosny-sous-Bois. Voilà, donc un petit focus historique. Montreuil, 700 hectares des 900 hectares de Montreuil étaient des vergers en fait avec un parcellaire en lanière délimité par des murs pour créer des microclimats. C'est la caractéristique de Montreuil et cette production... ce paysage horticole, en fait, a évolué dans le Bas-Montreuil au XIXe siècle, avec l'urbanisation du Bas-Montreuil, et juste à la Boissière, parce que la Boissière, en fait, c'était une situation stratégique en bordure avec la corniche des forts. Donc, il y a eu les fortifications de Thiers avec 3 forts. Pardon, faut avancer. Je vous regarde, mais je ne regarde pas derrière. Donc, avec 3 forts qui permettaient de se protéger des Prussiens et de voir au loin, vers l'est. Et avec ces fortifications, il y a eu une tentative de boulevard urbain à la Boissière, avec un début de tramway, un cinéma, quelques immeubles de rapport. Mais ça s'est un peu arrêté là. Il y a eu un autre facteur de densification qui était les conséquences d'Haussmann. En fait, il y a eu des évictions des populations qui sont venues
à la Boissière, dans les vergers qui ont commencé à être en friche, parce qu'avec l'arrivée du chemin de fer, en fait, les fruits venaient du sud de la France, et donc il y a eu le déclin de l'agriculture. Et puis progressivement, en fait, dans les parcelles, il y a eu des pavillons, puis après il y a eu des fabriques, et puis après il y a eu des logements collectifs, et puis après des logements sociaux. Enfin voilà, donc on est quand même sur un tissu très hybride. Voilà, donc on voit là ici l'étroitesse. Voilà, la particularité, c'est cette étroitesse du bâti qui est quand même liée aux parcelles horticoles. Ensuite, donc il y a eu il y a eu une action, le prolongement de la ligne 11, on en entend parler depuis plus d'un siècle, hein, mais il y a eu cette action politique avec la PPL 11 et le contrat d'Axe qui a commencé à concrétiser les choses. En fait, le contrat d'Axe, c'était pour nous surtout une méthode de travail, c'était de porter une vision commune en fait de la Boissière qui était un peu le confin du territoire et de travailler en intercommunauté dans un contexte où il n'y avait pas encore le territoire Est Ensemble n'était pas encore créé parce qu'il est créé en 2015. La démarche commence en 2010, donc en fait c'est une nouveauté pour nous de travailler en intercommunalité avec les autres villes. Et puis c'était très transversal, et puis il y avait des ateliers thématiques, donc c'était une belle dynamique en fait où on a pris conscience que l'arrivée du métro, il fallait anticiper, ça allait vraiment transformer ce territoire qui avait un beau potentiel. Voilà. Donc ensuite, voilà. Donc moi je vais vous faire le récit rapidement en fait de trois projets, trois types d'interventions urbaines avec trois temporalités différentes le long de la Boissière. Je rappelle juste, la Boissière, on a 2 stations de métro sur les 6 stations, donc on a Hôpital et Duis-Boissière à Montreuil. Alors 1, 2, 3, on commence par le 1, voilà 1, 2, 3, donc on voit un petit peu aussi là dans le contexte urbain, voilà les projets en question. Donc on va commencer par le premier projet, donc c'est en fait, on a une opportunité depuis avant la concrétisation du métro, de libérer 14 hectares. C'est le syndicat des eaux d'Île-de-France qui alimente en eau l'Est parisien, qui a un des systèmes de réservoirs depuis 1900 en fait à la Boissière et qui change de réservoir parce qu'il y a des nouvelles générations de réservoirs. Donc c'est un peu un principe de jachère. Et comme ça, il libère 14 hectares. Donc ça, c'est une opportunité incroyable. Et donc là, et autre opportunité, c'est que le métro, il va arriver, donc ça permet de créer, de légitimer en fait l'arrivée d'un nouveau quartier et de pouvoir construire. Alors là, on a des gabarits assez hauts. C'est des principes de macro-lot avec des gabarits assez hauts jusqu'à R+7. Alors vous voyez, on est en vis-à-vis avec Rony, qui a des grands ensembles et des grandes hauteurs, ce qui n'est pas le cas du reste de la Boissière à Montreuil. Et donc ça permet d'avoir une programmation. Aujourd'hui, c'est fini de livrer en 2028. Les premières livraisons, le métro n'était pas encore arrivé, hein, parce que la ZAC est créée donc en 2010. C'est l'aménageur, c'est Next City Ville et Projets. Et on a un programme de 1500 logements. Je ne rentre pas forcément plus dans le détail, mais avec des commerces, relocalisation d'un stade de foot, etc. Donc 1500 logements, je sais pas, à terme on aura 3000 habitants, donc c'est quand même assez conséquent. Donc c'est un peu le travail de la ville. Enfin, la ville a pourvu des nouveaux logements, des nouveaux habitants sur cette opération, voilà, qui va prendre fin en 2028. Là, je montre ça parce que on voit pas très bien. C'est un petit peu hors sujet, mais c'est la liaison entre le nouveau quartier et l'ancien quartier. Ça, c'est un enjeu vital en fait pour la ville parce que c'est des nouveaux habitants et les habitants existants en fait. Comment on crée du lien, et donc il y a une place qui fait l'articulation entre les deux, l'ancien et le neuf, et puis qui est aussi sur le cheminement pour rabattre au métro. Et là, comme on a un dispositif, une construction, une œuvre, l'aménageur Next City donc, a financé une intervention artistique qui est un mobilier d'usage qui est créateur de ce lien. En fait, c'est ça l'enjeu, en fait, justement, où les gens peuvent se retrouver, les habitants existants et les nouveaux habitants. Voilà. Le deuxième type de projet, alors là, c'est un nouveau mandat. Un coup d'éclairage là, sur ce qui va se passer avec l'arrivée des transports, etc. On se dit,
il faut répondre, enfin, il faut préparer un peu le terrain pour l'arrivée de ces transports. Et donc, on propose, on candidate à un Europan, l'Europan 13, sur la ville adaptable. C'est habiter et travailler demain sur le plateau, parce que ça prend aussi la question de la transformation de l'autoroute avec le prolongement du T1. Donc, c'est tout ce du T1 les nouvelles stations de métro, de tramway et les nouvelles stations de métro 11. Donc, comment ce territoire, on l'accompagne. Et voilà, donc on peut peut-être passer, on voit un petit peu des... Voilà, là, c'est une image, on va voir tout à l'heure, à gauche, c'est une image, c'est la future station secondaire de la DUIS qui est à Montreuil. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu le tissu urbain, en fait, qui est quand même, qui est quand même très... assez peu dense, enfin voilà, et puis le nom de... Bon, je reviendrai après là-dessus, mais voilà. Donc du coup, il y a 3 équipes. Je fais juste un petit sur les 3 équipes. Il y a une équipe en fait qui nous propose. Oui, parce qu'il y avait 3 problématiques. On voulait limiter, en tout cas intensifier, mais en respectant l'identité de la Boissière. On ne voulait pas de remembrement avec des grands paquebots sur la Boissière. Voilà, ça on ne voulait pas du tout. On voulait garder l'identité. Lutter contre la gentrification donc, et la spéculation foncière, garder le logement accessible, même si à Montreuil, on a aussi une charte qui encadre les prix de sortie, etc. Mais voilà, donc ça, c'était un très gros sujet. Et puis le 3e, c'était aussi que ce ne soit pas un quartier dortoir, que le métro puisse créer, générer de l'emploi, surtout dans un quartier là où il y a beaucoup de jeunes, un taux de jeunes et de chômage qui est plus important que sur le reste de Montreuil. Donc en fait, l'idée, c'était qu'on vienne travailler à la Boissière. Voilà. Et donc voilà, ça c'est la séquence entre le tramway et le métro. Ici, donc il y a une équipe en fait qui va faire un focus sur l'îlot Boissière, où en haut à droite, vous avez la sortie station secondaire du métro La Duisse. Et à cette occasion, il y a une pépite qui sort du lot, en fait, qui sort là, c'est cette forêt que vous voyez. C'est des anciens murs à pêche qui sont très très peu visibles en fait, qui n'ont jamais été urbanisés, qu'on a classés en EPP, qu'on appelle la forêt. Et donc il y a une petite forêt juste à côté du métro. Donc ça c'était la très bonne nouvelle. Ensuite, voilà, donc la deuxième équipe, c'était l'équipe qui fait le plan guide, c'est Oyapoc. La deuxième équipe, c'est l'atelier Georges, qui, eux, nous met sur la piste du BRS, bail réel solidaire. Donc ça, c'est pour vraiment avoir des logements en dessous en dessous de la charte et des mesures antispéculatives. Et la 3e équipe qui nous met sur la piste de l'urbanisme transitoire. On répond à un AMI. Il y avait une parcelle où on devait construire un logement et en fait, une parcelle propriété ville dans la ZAC, ça devait être un programme de logement. En fait, on répond à un appel on fait un AMI. Et ce sont 2 associations, cafés associatifs, ateliers de cuisine, qui donc sont sur les lieux maintenant, qui occupent les lieux. Voilà. Donc c'était pour dire qu'en fait, je fais un peu de la pub pour Europan, mais qu'en fait, ça a quand même infusé dans le territoire, en fait, et pas que l'équipe lauréate, en fait. Voilà. Donc l'équipe lauréate, en fait, on les missionne, ils deviennent coordinateurs de l'îlot Boissière et ils vont formaliser un plan guide. C'est un format urbanisme négocié, donc avec l'établissement public foncier d'Île-de-France qui porte le foncier pour la ville. Ce site devient un site de maîtrise, c'est-à-dire qu'on peut être proactif pour acquérir du foncier. Et le projet d'Oyapoc, c'est simplement de créer une respiration sur le boulevard de la Boissière parce que les espaces publics, en fait, sont très contraints, les trottoirs sont très étroits, ça porte le nom de boulevard, mais voilà, et envahi par la voiture. En gros, c'est difficile de circuler quand on est piéton. Donc, quand on pense avec le tramway, le flux que ça va générer, etc., ce que propose Oyapoc, c'est de créer un corridor vert qui va rejoindre l'espace boisé là et qui va permettre de reconnecter toutes les centres horticoles qui sont aujourd'hui en impasse. Donc, en fait, c'est intensifié en s'appuyant sur le tissu parcellaire existant et l'histoire horticole. C'est ça qui nous a plu. Enfin, ça nous plaît beaucoup, voilà. Et donc, on met en œuvre ce projet dans le temps long, un peu par phase. Donc là, c'était une vision de... Et dans cet îlot Boissière, si on va à la suivante, on a aussi donc une opération pilote qui est la première opération en bail réel solidaire. Donc, c'est l'organisme foncier solidaire qui porte le foncier. Les acquéreurs achètent les murs et payent une redevance.
Et là aussi, on est pilote, c'est la première à Montreuil et c'est la première aussi qui hybride les fonctions parce qu'en fait, à rez-de-chaussée, il y a une fonction d'activité avec Digital Village, un village autour du numérique, images, son, vidéo, photo. Voilà, le lauréat du concours, c'est RATP Habitat, donc 33 logements plus le Digital Village qui mixte en fait, du coup, qui matche bien avec notre objectif de travailler à la Boissière. Et je fais une petite pub. Il reste 20 logements à vendre. Donc là, les architectes, c'est l'agence Co. C'est une très belle opération au pied du métro. Voilà. Donc et c'est livré en septembre 2027. C'est moins cher que dans le... Voilà. Ça, sur l'île aux Boissières également, on a la station de métro secondaire qui accueille donc 18 logements sociaux des RATP Habitat. Initialement, voilà, la station, ça s'était dit précédemment par Benjamin, mais du coup, la station secondaire devait se trouver en face et il y a eu un changement. C'était en dehors du périmètre de la DUP. Et donc, c'est l'EPFIF qui a acquis ces deux petits commerces pour la station de métro. Et du coup, l'EPFIF, c'était une obligation de faire du logement social aussi. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour l'histoire. Et enfin, pour finir, là, c'est la troisième projet, c'est troisième étude. Là, on est sur un... Autant l'île aux Boissières, il y avait trois sites d'activité qui allaient muter. Là, on est dans un autre contexte. Il y a beaucoup moins de mutations à venir, mais on réalise aussi une étude urbaine avec ZCCAS qui a fait une étude urbaine en 2024, qui se traduit aussi par un plan guide. Et là, avec un ancrage territoire avec des bureaux de rue et... Voilà, et ce qui est remonté en fait, et des permanences avec des associations. Donc c'est un mode de faire quand même beaucoup plus ancré dans le territoire. Et ce qui est ressorti, c'est de requalifier les espaces publics et le besoin d'avoir un espace public commun et commun peut-être aussi avec Noisy, parce qu'en fait Noisy a aussi ce problème de manque de jardins, d'espaces publics. Au niveau de, là on est à côté de la station Hôpital. Et on va plus travailler vraiment sur retravailler l'existant, faire des opérations tiroirs, travailler sur les îlots de fraîcheur, voilà, mais il n'y a pas de très forte mutation. Voilà, on voit aussi en bleu les quelques mutations, mais ça reste quand même un peu à la marge. Et ça se traduit après donc en OAP dans le PLUI. Et je voulais signaler aussi comme autre outil, on avait quand même baissé les droits à construire. Nous, initialement, à la Boissière, on avait été un peu trop ambitieux. Et on a quand même, pour assurer la couture avec le tissu urbain. Et je voulais finir aussi par le fait que la station Hôpital va accueillir, enfin le nouveau mandat politique, en fait, c'est le prolongement de la ligne 9 et de la ligne 3. Je crois qu'il y a une association qui s'appelle 93, 93, voilà. Et donc, du coup, c'est le futur hub qui va rejoindre, voilà, à terme, l'objectif, ça serait la 11, la 9 et la 3 à la station Hôpital. Donc, autant vous dire qu'il y a d'autres suites, je pense, au niveau de l'urbain. Merci beaucoup. Il s'est passé quand même. On a évoqué la petite péripétie là sur le déplacement de la station. C'est quand même 30 millions d'euros de plus en surcoût, je le dis, parce qu'il a fallu vraiment transformer la façon de faire la station. Gabriel dit qu'elle devait être faite à ciel ouvert. Finalement, elle a été faite en traditionnel. Ça a quand même beaucoup d'impact. Et puis nos intentions urbanistiques et RATP de faire une station qui devenait un ensemble de logements au-dessus avec plein de... On avait toute une réflexion sur ça. C'est tombé à l'eau. On avait été obligé de faire autrement et d'abandonner ce projet. Mais il fallait voir quand même alors là, tout le monde était d'accord pour densifier, sauf que quand il y a eu la DUP et qu'il a fallu exproprier ces 15 parcelles, je crois qu'elle était là, il y a eu une levée de bouclier de tous les habitants. C'était des petits pavillons qu'on mobilisé tout le monde. C'était en pleine campagne électorale pour les municipales.
Et voilà, on n'a pas eu trop le choix à un moment donné, parce que tous ceux qui étaient ensemble au contrat d'axe, je suis un peu critique, mais bon, je peux me permettre, tout le monde était uni pour dire il faut changer l'emplacement de la station, la déplacer et la faire ailleurs. Bon, voilà, donc on l'a fait. Marie, je voulais vous poser plusieurs questions par rapport au contrat d'axe. Dans quelle mesure les politiques de sobriété foncière, les politiques foncières ont été mises en œuvre à une échelle, simplement à l'échelle de Montreuil, ou bien il y a eu, comme le prévoyait ou l'envisageait la charte d'aménagement, une coordination à une échelle plus large avec d'autres communes? Si Est Ensemble a mis un périmètre de sursis à statuer. Alors, ce n'est pas vraiment foncier, mais au moins, ça peut bloquer les permis s'ils sont de nature à déséquilibrer le projet global. Donc ça, c'était l'action d'Est Ensemble. Et sinon, après, non, chacun avec sa convention avec les PFIF, nous, c'est notre moyen d'agir, en fait. C'est de bloquer voilà, de maîtriser le foncier, en fait, de maîtriser le foncier, oui. Est-ce que la charte d'aménagement et le contrat d'axe ont eu un impact sur... Par rapport à l'EPFIF, oui, tout à fait, parce que ça a permis de faire des sites de maîtrise, c'est-à-dire qu'il y a une enveloppe disponible pour acquérir du foncier parce que c'est stratégique. Donc, c'est-à-dire la Boissière est devenue le périmètre stratégique. Et quand c'est stratégique, du coup, il y a une enveloppe disponible, il y a une convention qui est signée et les PFIF réservent de l'argent pour pouvoir acquérir. Eh bien, du coup, Anne, si tu en es d'accord, on peut passer à la seconde table ronde. Remercier Marie Fourtanet. Merci Marie. Merci Benjamin. Donc, j'invite Marilyn Galbert-Coutard, Zoul Giroux, Marc Mimram à nous rejoindre. C'est Benjamin qui va faire une courte introduction, ensuite Marilyn, ensuite Marc Mimram et Zoul Giroux. Oui, alors parmi les particularités de la ligne 11, il y avait le profil en long faisait qu'à un moment donné, le tracé qui a été retenu pour le schéma de principe nécessitait, si vous connaissez un peu le site, il y a 50 mètres entre le bas et le haut, quand on est sur la ligne d'effort, là, ce site-là. Donc forcément, à un moment donné, le profil de la ligne faisait qu'on devait faire une partie en viaduc. Et on sortait sur une zone, là aussi, que vous connaissez peut-être, où il y a l'autoroute A3, la 86. C'est un endroit qui a été complètement massacré un petit peu quand même. À un moment donné, c'était un terrain libre qui était assez maraîcher. Et donc, on a implanté là plein de choses un peu désordonnées. Et donc, c'est là que sortait le viaduc. Et tous les élus, et surtout celui de Noisy-le-Sec, voulait surtout pas qu'on refasse, ils appellent ça le plat de spaghetti, parce que c'est vrai quand on voit ça du dessus, il y en a dans tous les sens. Ils voulaient surtout pas qu'on remette encore une couche de viaduc. C'est une espèce de viaducophobie, je sais pas comment dire dans le coin. On était quand même mal barrés parce qu'il fallait qu'on fasse un viaduc, et les élus refusaient le viaduc. Donc très vite, on a dit on va faire un concours d'architecture. Donc vous voyez, on comptait sur les architectes pour réussir à faire un objet qui soit un objet qui satisfasse tout le monde. Et donc on a fait un gros travail avec les collectivités pour faire ce concours, pour même faire l'appel à candidature. On a associé tous les services techniques des mairies. On a aussi associé bien sûr en interne les mainteneurs, tout le monde, pour faire toute l'instruction de ce concours. Et ça a permis donc d'arriver à quelque chose que je vous laisse présenter maintenant. C'est mon tour de présenter. Donc en effet, comme disait Benjamin, la RATP a donc décidé de lancer un concours d'architecture, d'insertion urbaine et paysagère pour le viaduc et la station qui s'appelait au début Londo-Domus, qui maintenant s'appelle Coteau-Beauclerc. Et donc on voit la liste des personnes qui étaient conviées au jury pour donc désigner le lauréat.
Si tu peux passer. Donc là, on voit 4 propositions qui n'ont pas été retenues et les critères d'évaluation de la commission technique. L'adéquation au budget prévisionnel de celui du projet, la compréhension de l'articulation de la mission du lauréat avec la maîtrise d'œuvre RATP, l'adéquation au calendrier prévisionnel, la faisabilité des solutions architecturales, la prise en compte des contraintes, l'approche fonctionnelle de la station, le traitement acoustique, l'insertion paysagère, les enjeux environnementaux, et le concept architectural, le design et l'éclairage. Donc tout ça a été ont été la base de l'évaluation donc de cette commission technique qui ont permis de choisir donc le projet de l'agence MIMRAM. Et donc, ce qu'il faut souligner, c'est que ce concours d'architecture a permis d'associer les acteurs locaux, donc comme le disait Benjamin, au choix de l'ouvrage. Et donc, je vais laisser la main à Monsieur Mimram. Ah non, excusez-moi, il y a encore une petite slide pour moi. Oui, c'était donc pour expliquer l'organisation entre le groupement MIMRAM et la maîtrise d'œuvre RATP. Donc, pour toute la partie conception architecturale, urbaine et paysagère, donc l'esquisse et l'AVP, donc qui ont duré à peu près 18 mois, c'est le groupement MIMRAM qui était en réalisation avec la collaboration de la RATP. Et à partir de la phase pro, donc à partir de 2016 et jusqu'à la réalisation des travaux, donc là, ça a été réalisé par la RATP en collaboration avec le groupement MIMRAM, donc pour tout ce qui est conception technique, géotechnique, les calculs de structure, la rédaction et le suivi de l'appel d'offres, évidemment la réalisation des travaux, en lien notamment avec les enjeux forts de maintenance et d'exploitation sur la conception d'un viaduc dans les années 2000. Voilà, cette fois, je laisse la main. C'est pour interagir. On va se présenter. C'est difficile de parler d'images qu'on ne voit pas. Je vais rester debout aussi. On se présente ? Oui. Alors moi, c'est Zoul Giroux, donc je fais partie de la RATP et je suis responsable de la maîtrise d'œuvre à la RATP sur tous les projets de modernisation ou de création, sur tous les ouvrages que vous avez sur le réseau, métro, RER et tramway. Et j'ai eu le plaisir de travailler 6 ans sur le projet de la 11 en tant que responsable de la maîtrise d'œuvre. Et j'ai eu le plaisir de travailler en collaboration avec Marc Mimram sur le projet du viaduc. Alors, comme vous le voyez, après 6 ans, on se supporte encore. C'est long, les projets de la RATP. Hein, mais bon, ça va bien, hein, Zoul ? C'est des projets qui sont longs, il faut être patient et il faut prendre plaisir à les faire. Hein, sinon, on trouve le temps long. Voilà, mais... Exactement. C'est peut-être la leçon du jour. Il faut prendre plaisir à les faire, parce que si vous ne prenez pas de plaisir à les faire, c'est trop long. Donc, on a décidé de mettre la barre un peu haut. Donc, je vais vous montrer plein de photos de vacances. Ces vacances ont été longues, il y a 6 ans. Il s'agit ici de faire un viaduc, de se servir de la topographie. On sort de la colline qui est là, en bas, de traverser cette vallée et de rejoindre l'autre côté à travers tout ça. Cet ensemble-là était totalement abandonné quand on a commencé. Il y a eu une opération, c'est M. Claus qui s'est occupé de ça, non ? De l'opération des gens du voyage. C'était vous aussi, hein ? Oui. Là, les petites maisons que vous voyez, c'est des maisons qui ont des grands garages pour mettre des caravanes. Alors voilà. Donc, je dirais qu'il y a 2 choses. Il y a la constitution de ce viaduc et la gare elle-même. La constitution du viaduc, dans la situation dans laquelle on était, c'est-à-dire dans une topographie un peu brute, abrupte comme ça,
on s'est dit, pourquoi pas travailler sur l'hypothèse du métro aérien. Et comme depuis 100 ans, il n'y avait pas eu de construction de métro aérien à Paris, on s'est dit que c'était l'occasion de prolonger un peu ce travail, qui, à mon sens, était forgé sur deux aspects, la structure de franchissement et le rapport au sol, à travers ces systèmes de colonnes en fonte. Vous connaissez les colonnes, elles sont pseudo-ioniques. Et surtout, elles constituent en sous-face un espace public majeur. Alors, l'infrastructure, elle est toujours dans cette relation à l'espace public. L'infrastructure, c'est toujours considéré comme un mal nécessaire. Et le travail qu'on a essayé de mener, c'est de la transformer en un bien partagé. C'est-à-dire de passer de l'état il faut bien que ça passe par là, à l'état on a envie que ça passe par là. Et pour ce faire, on a constitué ce toit, et vous allez voir comment on a passé beaucoup de temps à prendre du plaisir à le faire. Et pour prendre du plaisir, il faut mettre la barre un peu haut. Et puis, le seconde partie, c'est la gare qui a repris un peu le système des gares aériennes du métro parisien. Donc ça, ce sont les images du concours. Et je vous les montre parce que on n'a pas à rougir. Je veux dire, c'est bien de faire ce qu'on avait dit qu'on ferait, et surtout, c'est bien de le faire mieux. Parce que le travail de l'architecture, c'est pas seulement un travail qui consiste à penser les choses et à les faire faire par d'autres, mais c'est un travail qui consiste à trouver les moyens d'expression, de construction, de relation à la matérialité qui permettent d'exprimer les idées qu'on essaie de développer. Alors là, c'était la maquette de ce fameux poteau en fonte, et donc on a décidé de faire ces poteaux en fonte moulée pour porter une attention particulière à cet espace dans lequel on allait transiter, au-dessus duquel se trouvait le métro. Voilà l'ensemble réalisé. Et je vais vous parler d'une chose qui n'était pas au sujet du jour, c'est comment est-ce qu'on fait des poteaux en fonte aujourd'hui. Peut-être que ceux qui ça n'intéresse pas peuvent sortir. Non, parce que c'est vrai que c'est la particularité du viaduc. Enfin, moi, c'est un peu l'objet un peu phare de cet ouvrage. C'est vrai que c'est des piles en acier moulé. Ça n'avait jamais été fait jusqu'alors. Et donc, Marc va vous raconter un peu leur histoire, et elle est quand même assez particulière. J'ai dirigé pendant très longtemps un master à l'école d'architecture concurrente à Marne-la-Vallée, qui s'appelle Matière à penser. Et donc je vous invite à penser l'urbain, je vous invite à penser la ville à travers sa matérialité aussi. Et là, on a mis la barre un peu haut, puisqu'on a fabriqué ces moules, ces moulages, et c'est une technologie très ancienne, mais en même temps très modernisée récemment par la mécanique des milieux continus, la mécanique des fluides. Parce que, comme vous voyez, on fait un moule, et puis ensuite on va injecter, on fait un moule en sable négatif, et ensuite on va injecter de l'acier. Alors on fait un modèle en fait en bois à l'échelle vraiment de la pile. Il y a 3 types de piles en fait sur cet ouvrage. On fait un modèle en bois à l'échelle réelle, hein, et on va venir en fait mouler du sable et de la résine pour faire la forme de la pile qu'on veut fabriquer. Et on va venir dans ce moule qui a pris l'empreinte du modèle en bois, on va venir couler de l'acier à haute température. Et vous voyez, il faut que l'acier soit injecté à l'intérieur du moule avec une température à peu près constante, parce que si ça venait à refroidir, il pourrait y avoir des vides entre les parties du... Ce qu'on craint, c'est les défauts à cœur dans l'acier. Et voilà, c'est des pièces qui n'avaient jamais été faites sur ce type d'usage. Et donc, ce qu'on craint vraiment, c'est les défauts à cœur dans la pièce métallique et aussi les défauts surfaciques. Donc, il y a tout un système en fait de refroidissement et de masselotte qui permettent d'injecter l'acier de façon continue pour éviter tout défaut à l'intérieur de la pièce.
Donc les moules en sable sont constitués, on injecte l'acier. Et vous voyez, cette pièce, quand elle sort, c'est toutes les parties qui sont saillantes sont les parties qu'on appelle les maslottes, ce dont vient parler Zoul. C'est-à-dire que c'est cet acier qui va être coulé à l'intérieur du moule. Donc c'est vrai que la pièce sortie brute, en fait, on la reconnaît pas tout à fait. Faut pas s'inquiéter. Enfin, les premières pièces, elles n'étaient pas très belles, quand même. Ouais. Elles m'ont un peu inquiété quand même. Mais voilà. Donc après, elles sont... Ça, c'est la pièce finie, finie presque. Et ensuite, on la prépare jusqu'à la meule. C'est qui sur la photo? Ah, mais c'est moi. J'ai pas vu que c'était moi. Voilà. Alors, tout ça pour vous raconter que dans le rapport avec la RATP, il a fallu être cru. Être comment? Cru, pas cuit. Cru. Il fallait qu'il croie que l'on puisse le faire. Tout à fait. Et... Moi, j'ai cru en vous. Pardon? Moi, j'ai cru en vous. Et moi, j'ai cru que c'était possible de croire. Et... En plus, il faut savoir que il faut toujours faire ce qu'on ne sait pas faire. Donc, c'est un plaisir démultiplié. On a été très soutenus parce qu'au début, à la sortie du concours, il y avait des gens qui doutaient quand même. Il y a ceux qui voulaient le faire en béton, ceux qui voulaient le faire en... Alors moi, je suis ingénieur de construction métallique, donc je croyais en ça, quand même. C'est vrai qu'il y a pas mal de... Enfin, c'est compliqué, effectivement, vous parliez d'aligner les planètes, mais d'embarquer derrière ce type de projet. Oui, surtout la RATP, c'est pas un lieu d'expérimentation généralisé, non? Et je vous raconte tout ça parce que, voilà, mettre un poteau, ça peut prendre 6 ans. On a fait des essais. D'abord, ils y croyaient, mais ils ont voulu le vérifier. Donc, on a d'abord fait un prototype en Angleterre. Moi, j'ai fait beaucoup de pièces moulées en Chine, mais donc, du coup, je ne voulais pas que les Chinois fassent... Alors, la pièce en Angleterre, elle avait plus d'une centaine de défauts. Il ne vous le dit pas, ça, mais elle n'était pas tout de suite réussie, quand même. Oui, donc on a fait ça d'abord en Angleterre. Et puis, comme il a su que c'était assez compliqué à faire, quand il y a eu l'appel d'offres pour le faire, pour en faire... Il y en a combien au total? Il y en a 42. 42. Il a répondu à l'appel d'offres un peu cher. Donc, du coup, on est allé les faire dans le nord de l'Italie. Et c'est vraiment bien. C'est pas loin de Venise, en plus. Alors, il y a différents types d'appui en fonction du sol. L'intérêt de tout ça, c'est ça. C'est-à-dire se dire que la sous-face devient un espace partagé, un espace parcouru, un espace abrité, un toit offert à tous, au lieu d'être un lieu d'abandon. L'infrastructure, elle peut être considérée positivement, et le fait que la RATP accepte de porter tant d'attention à une chose aussi banale qu'un poteau, et de passer autant de temps avec nous pour le faire, prouve que l'enjeu était de taille et que le résultat est à la mesure de cet enjeu. Et il faut aussi souligner, il y a Sergio qui est là, qui a suivi les travaux depuis le début. Il faut une longue patience. Parce que, on va en parler après par la suite, parce qu'il y a la gare. Mais vous voyez, c'est assez agréable d'être là. Et on arrive sur la gare. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y avait un troisième élément
qui était ce que vous voyez là, qui est une protection anti-intrusion, qui devient ensuite une couverture. Et la couverture elle-même étant, comme la façade, en verre. C'est un système d'écaille tridimensionnel, sur une structure tridimensionnelle. Vous voyez là. Et tout ça est assez complexe parce que, en fait, je voulais que la gare soit adjointe au système de viaduc. Donc on a une énorme poutre Vierandel qui est là-haut et qui permet de limiter les interactions avec le viaduc. Oui. C'est pareil, là, la structure, la compatibilité entre les déformés de la structure et les tolérances du verre, elle n'est pas toujours simple à gérer. Je peux peut-être, sur la verrière, comme pour les piles, en fait, on a fait un prototype. Alors là, c'est pas parce qu'on avait peur de la complexité de la réalisation de la verrière, c'était pour faire valider cette verrière à notre mainteneur. Alors, il faut savoir que côté maintenance, déjà, ce qu'ils regardent, c'est le nombre, la taille les formats des verres. Il ne faut pas leur donner une dizaine de formats parce que quand il y a un verre à changer, ils n'ont pas la possibilité d'être réactifs. Donc déjà, sur le format des verres, c'est regardé par la maintenance. Et surtout, pour l'accessibilité et le changement d'un verre, il faut faire la démonstration que ça ne va pas être compliqué. Donc on a décidé, côté équipe, de produire également un prototype verrière grandeur réelle, qui a été soumis à un changement, enfin qui a été présenté au mainteneur pour vérifier avec une nacelle qu'il savait changer un verre. Ces systèmes d'écailles en verre, on l'a fait avant ou après, Martin, à Roland-Garros? Après? Voilà. Donc, je vais dans le bon sens. Tout ça est assez simple, somme toute, non? Mais Sergio a souffert beaucoup parce que on avait tout prévu avec la maintenance, mais la maintenance, elle a des tendances à évoluer. Elle a tendance à avoir des points de vue divergents. Et bon, pour faire converger, si vous voulez encastrer tout et faire en sorte que ce ne soit pas un mur avec... Ici, cet amphi, par exemple, n'est pas trop mal. Là. Il y a 2-3 éléments. Et quand vous voulez mettre les choses ensemble, c'est toujours un peu compliqué. Surtout si la maintenance change. Voilà. Alors, pour revenir sur cette aventure, s'imposer une contrainte aussi forte que celle de prolonger le métro aérien parisien de 1900, à travers une technologie, tous les projets, à peu près tous les projets à l'agence se fixent un objectif comme ça, de faire avancer un peu notre connaissance sur certains domaines. Et là, c'est là où on trouve du plaisir, parce que galber de la tôle, on peut le faire oxycoupé. Là, on est dans un système de fonte. Bien sûr, il y a des problèmes. Je vois ces problèmes de métro, de fréquence propre, de rail, de tout ça, mais de freinage. Mais il faut garder la chose un peu unitaire dans sa complexité qui vous appartient, qui nous appartient, et dans sa simplicité qui est le résultat final. Donc, je vous invite à prendre le métro jusqu'à la station Coteau-Beauclair. Vous descendez, si vous sortez, vous allez devoir repayer en rentrant, mais bon, c'est dans ton bureau. Et vous allez pouvoir
partager cet espace qui, à mon sens, est assez généreux. On a eu quelques difficultés parce qu'au début, on avait imaginé un tracé plus simple, mais le maire de... C'était le maire de Reny, de Noisy. Il ne voulait pas parce qu'il pensait qu'on allait détruire le parc. En fin de compte, on a... C'est bien aujourd'hui parce qu'on a la continuité du parc, le parc passe dessous. Et aujourd'hui, c'est très largement urbanisé. Il y a une partie industrielle qui reste sur la gauche, mais ça l'est plus. Donc voilà. La seule chose qu'on n'a pas réussi à faire, c'est de faire ces appuis-là au droit de l'autoroute, parce qu'on voulait le faire bien sur le viaduc d'un bout à l'autre. Et donc on a fait 2 appuis en béton. On va voir tout à l'heure, justement. Je crois qu'il y a une diapo. Donc là, vous avez le schéma un peu du viaduc. Donc la culée boissière qui fait la transition avec la partie souterraine. Et en fait, vous avez 4 ouvrages. Donc 3 en charpente mixte. Et le 4e dont parle Marc, c'est l'ouvrage béton qui surplombe les bretelles autoroutières, qui a été réalisé en béton avec des piles en béton. Donc il y en a en fait 4. Elles ont été, cette partie-là a été faite en béton vis-à-vis des chocs autoroutiers et vis-à-vis de la stabilité au feu. Alors, je vous avouerai que le mainteneur était aussi très content vis-à-vis de son accessibilité et de sa maintenance d'avoir un ouvrage en béton, puisque là, on est dans des accès un peu plus complexes pour lui. Donc, sinon, sur les ouvrages mixtes, en fait, l'architecte a effectivement voulu respecter un travelage qui rappelle le viaduc historique. Donc, on est sur des travées de 20 mètres et des ouvrages continus, donc 10 fois 20 mètres pour le viaduc numéro 1, la station aérienne qui fait aussi 4 fois 20 mètres et le viaduc numéro 3 qui fait 6 fois 20 mètres. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que sur ces ouvrages qui sont un peu atypiques pour la RATP, effectivement, ça fait 100 ans qu'on n'avait pas fait d'ouvrage aérien à la RATP. On a même imaginé, parce qu'on est sur des ouvrages continus, on a même imaginé sur la voie des appareils de voie qu'on n'avait jamais fait jusqu'alors, qui ont des souffles très importants d'une vingtaine de centimètres pour permettre cette dilatation thermique. Voilà, donc on a même... Alors, Marc dit on n'était pas très innovateur, mais on a quand même été un peu se chatouiller, y compris sur la voie. Je n'ai pas dit que vous n'étiez pas très innovateur, j'ai dit que vous n'avez pas la réputation de... On n'est pas très... oui, on n'est pas très... Vous n'avez aucune raison de prendre de risques. Aventurier. Voilà. Allez, on opte pour aventurier. Voilà, donc ça c'est le schéma du viaduc. Donc ouvrage mixte, on n'a pas mis une coupe transversale. Le tablier en lui-même, c'est 2 caissons métalliques avec des entretoises, des consoles, et c'est donc 2 caissons qui sont connectés avec un ourdi béton en structure mixte classique. On peut passer. Oui. Oui, enfin bon, on aurait pu faire ça en acier, ça aurait été pas plus mal. Alors les piles, il vous en a déjà parlé, 3 types de piles. Donc voilà, vous avez les formats de piles avec leur tonnage. En acier moulé, du coup, 440 tonnes. On ne vous a pas parlé prix, mais en fait, ces piles, quand même, elles ont un petit prix, quoi. Il faut savoir que la pile, c'est à peu près 130 000 € la pile. Donc il y a déjà un bon billet de 5,5 millions sur les piles. Non, mais il faut quand même aussi se le partager, ça. C'est pas rien non plus. Non, c'est pas rien. Une aventure qui a un petit prix. Mais belle aventure. On n'a pas gardé les moules, on pourra en faire d'autres. Si on trouve un autre viaduc. Du coup, les protos, je ne sais pas qui les a récupérés. J'en ai un dans ma cuisine. D'accord. Voilà. Ce qui est intéressant là, c'est de d'écrire un vocabulaire qui est lié au moulage et donc au démoulage. La partie des formes que vous voyez là, les liaisons sont liées à la stabilité transversale de la structure. Tout ça est... Alors on s'est fait accompagner du centre de fonderie, parce qu'on voulait quand même faire des niveaux de contrôle assez élevés côté... voilà.
Et donc on s'est fait accompagner du centre de fonderie. Il faut savoir que ces piles, elles ont été 100% contrôlées avec des méthodes classiques d'ultrasons, de radiographie. Voilà, donc Qu'il n'y avait pas au métro aérien précédent. La maille anti-intrusion qui a permis d'organiser une surface à double courbure qui longe l'ensemble, puisqu'elle part de la verticale, elle se referme et s'ouvre ensuite. Vous voyez là. Donc là, justement, vous voyez le proto de la verrière, le proto de la verrière qu'on avait fait donc sur la zone base vie pour faire valider le concept au mainteneur. Oui, la RATP avait totalement confiance en moi, mais... On avait tout prévu. L'intégration de la maintenance. Vous voulez me le faire, la Non, là, je crois qu'il est moins... Alors, oui, alors nous, on est maître d'œuvre, architecte interne RATP, donc forcément, on a un ADN gestionnaire infrastructure, un ADN quand même un peu lié à la maintenance. Donc, quand on conçoit en maîtrise d'œuvre interne, et y compris au niveau de nos architectes, mais pas que, même au niveau de nos ingénieurs, on a des ingénieurs dans les équipes, on est très focus voilà, dans la conception. On va essayer d'imaginer, de concevoir des ouvrages qui durent dans le temps, qui sont maintenables, qui sont visitables, parce que on est aussi gestionnaire de ces infras. Donc tout le long de la conception, en fait, les dossiers d'avant-projet, de projet sont soumis à nos mainteneurs et à nos gestionnaires d'infrastructures pour vérifier que ce qu'on conçoit, ce qu'on va réaliser, ils vont pouvoir derrière les recevoir en réception, ils vont pouvoir derrière réaliser leurs visites de maintenance, leurs visites annuelles, leurs inspections quinquennales. Donc quand on imagine un ouvrage d'art, ce qu'on va regarder, c'est sur la durabilité. Par exemple, sur un ouvrage métallique, c'est les protections anti-co. Nous, en fait, même si la réglementation va nous dire vous êtes dans un environnement avec un complexe de peinture C3, on va dire mais non, mais nous, on préfère ajouter une 4e couche et gagner plusieurs années de durée de vie sur nos protections anti-co. Donc voilà un peu notre manière de fonctionner en maîtrise d'œuvre interne. On va essayer de faire toujours de mettre l'accent sur les matériaux et sur leur durée de vie dans le temps, parce que pour nous, c'est aussi un moindre coût dans les frais courants de la maintenance. De la même manière, pour les appareils d'appui, on va imaginer tous les accès pour pouvoir les visiter. On va aussi chercher à bien regarder les problématiques vis-à-vis de l'eau. C'est-à-dire tous les points singuliers sur une charpente qui sont des pièges à eau, en conception, on va essayer de les éviter, hein, tous les points de singularité. C'est pour ça que des fois, j'appelais Marc Mimram pour négocier certaines épaisseurs de semelles de caissons, parce que pour nous, c'était important de ne pas avoir des points qui pouvaient derrière nous poser des difficultés. Voilà, donc c'est ça, je voulais vous le partager. Donc, c'est vrai qu'on va mettre aussi des fois des moyens sur les prototypes parce qu'on préfère que le mainteneur ne découvre pas le produit à la fin. Que pendant les phases de construction, il nous accompagne et il réceptionne un peu au fil de l'eau. Et puis, si on veut sortir du sujet de la maintenance, en maîtrise d'œuvre interne, aujourd'hui, quand on veut piloter des projets en qualité coût-délai, il y a un critère qu'on met devant tout ça, c'est la sécurité. On est focus sécurité aussi, que ce soit en conception, même quand on imagine nos méthodes de travaux, ou que ce soit pendant les phases de chantier. On est vraiment focus sécurité. Voilà, on a aussi cet ADN-là. Et bien sûr, on ne cherche pas à faire que des choses fonctionnelles. Donc c'est vrai que quand on a le plaisir de participer à des projets comme ça, la partie architecturale, on essaye de la respecter. Et moi, ce que je trouve sur ce projet d'incroyable, c'est qu'il vous a montré les images du concours. Et quand on regarde les images du viaduc, on se dit, finalement, on ne voit pas les écarts. Hein. Si, c'est mieux. Comment ? C'est mieux maintenant. C'est mieux. C'est mieux, d'accord. Ça me va très bien.
Donc, avec la RATP, on est dans une école d'architecture. Ça prouve bien que le métier d'architecte est pluriel. Il y a différents types d'interventions, de manière de faire ce métier. Et quand on parle de la maîtrise d'œuvre, je pense que ma notion de maîtrise d'œuvre n'est pas la même que la vôtre. Mais bon, nous, on a un avantage parce qu'avec Zoul, comme on faisait à la fois l'ingénierie et l'architecture et qu'on partageait tout ça, à la fin, tout ça est dans un vocabulaire partagé. Mais c'est bien que des architectes aillent travailler ailleurs que dans la maîtrise d'œuvre d'artistes peintres, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, moi je suis assez fier d'une chose, c'est qu'au bout de 6 années, on arrive à se parler encore. Bon, Moi, je suis venue un peu parce qu'il y avait Marc Mimram aujourd'hui. Non, c'est bien. C'est un projet réussi, c'est un projet avec lequel dans lequel on peut parler encore avec le maître d'ouvrage à la sortie. Voilà. Y a-t-il des questions? Ah oui, il y a encore des images? Non, mais c'est bon. C'est bon. Non, mais là, c'était pour vendre un peu la compétence calculatoire de mes équipes, mais je vais arrêter là. Peut-être insister quand même, c'est depuis la livraison du projet, Zoul Giroud n'avait pas eu l'occasion de présenter le projet avec Marc Mimram, donc je pense que c'était une première. Et moi qui ai quand même vécu l'histoire au début, qui l'ai suivi, Benjamin aussi, en tout cas moi je suis vraiment très heureux et je vous remercie beaucoup, à la fois Zoul et à la fois vous Marc, d'avoir accepté notre proposition de vous réunir pour pouvoir transmettre tout le plaisir que vous avez eu à faire ce projet. Et je pense que l'histoire, même en la redécouvrant, elle demeure passionnante. Et j'espère qu'on pourra vous convier à une autre occasion prochainement. J'espère qu'il y aura d'autres occasions de présenter ce projet, parce que je pense que ça reste une expérience marquante sur le plan humain, le plan du plaisir de travailler ensemble, et également sur le plan technique et architectural. Et Marilyn, peut-être que tu pourrais réagir, parce que Marilyn, elle a été aussi au centre des dialogues, parce qu'elle représentait le maître d'ouvrage sur ce projet, maître d'ouvrage qui était Benjamin. Elle représentait le maître d'ouvrage pour faciliter le dialogue des équipes. Peut-être tu vas en dire un mot, parce que c'est vrai que l'architecte, quand il est dans une fonction de maîtrise d'ouvrage, je pense que c'est toi qui l'as dit aussi, Bénédicte, il doit assurer le dialogue, la communication, la traduction des fois. Bon là, il n'y a pas eu beaucoup de traduction à faire, mais quand même, peut-être tu peux en dire deux mots, Marilyn. En effet, c'est bon. Comme tu disais ce matin, Bénédicte, il faut faire du lien entre un architecte externe à la RATP qui ne connaît pas tous les codes et des équipes travaux qui ne sont pas toujours ouverts aux codes architecturaux. Et donc, en effet, c'est bien de pouvoir faire du lien. Donc, c'est vrai que je n'exerçais pas en tant qu'architecte sur ce projet. J'étais en conduite de projet, donc dans l'opérationnel. Et là, pour faire du lien entre les différents acteurs du projet. Donc, en effet, c'était quand même un point très important. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce qu'on a un peu d'avance sur le programme, donc on peut répondre à quelques questions de la salle. Sinon, je sais que Benjamin, il aura des choses à... Non, mais merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une double question, une question à l'adresse de Marc Mimram et de son équipe sur comment on anticipe ou comment on essaye d'anticiper dans un ouvrage aussi complexe, même s'il apparence simple, mais c'est ça qui fait la beauté de l'ouvrage. Toutes ces histoires de maintenance et finalement qui expliquent aussi peut-être qu'il n'y a pas d'écart entre la conception et la réalisation, malgré tous les allers-retours. On a compris que parfois ça avait pas forcément été très simple, mais en tout cas, ils ont existé. Et voilà. Donc, comment on intègre ça dès le début? Puis, une autre question à l'adresse de la RATP, toujours sur cette question de la maintenance, qui me paraît être un sujet éminemment important.
comment vous associez, parce que vous avez dit à un moment donné, les mainteneurs ne doivent pas découvrir le projet. Mais j'ai envie de vous poser la question, pourquoi ne sont-ils pas associés dès le début? Comment ça se passe justement? Alors comment ça se passe justement? Je l'ai dit tout à l'heure, mais pardon. Quand on a fait le concours, toutes les offres ont été regardées avec les mainteneurs de la RATP. Donc dès le début, et d'ailleurs dans les 5 projets, il y en a un qui a été clairement écarté parce que les mainteneurs ont dit qu'ils ne voulaient pas tel type de matériaux. Donc ils ont été associés dès le début. Alors après, il y avait la mise au point, c'est une autre paire de manches. Mais déjà dans le choix du projet lauréat, évidemment, les mainteneurs étaient associés. Sur le travail ensuite qu'on a fait, parce que moi j'ai bien aimé à un moment donné, il y avait de la résistance par rapport au projet. Tu as parlé des piles, la verrière, c'était quelque chose qui intriguait beaucoup. Et moi, j'ai dû leur dire, aidez-nous à y arriver, parce qu'à un moment donné, on n'avait pas le choix. Quand Zoul dit il y avait 3 critères, sécurité, fonctionnel et esthétique, moi j'ai envie de dire que ça va forcément un petit peu ensemble, parce que le côté, l'aspect du viaduc faisait partie aussi presque du cahier des charges. Il fallait qu'on ait quelque chose qui soit urbain, et c'était un truc qu'il fallait. Mais la grande leçon de ce projet-là, c'est que finalement, quand on fait de la sécurité ferroviaire, du fonctionnel, sérieusement, on a quand même quelque chose qui est assez chouette à voir. Enfin, c'est ce qui s'est passé là, c'est qu'on c'est pareil sur les stations avec les côtés voûtés, mais il n'y a pas eu une hiérarchie entre les objectifs qu'on devait atteindre. C'est tout va ensemble. Je trouve qu'à un moment donné, quand on travaille sérieusement et qu'on fait tout tourner, eh ben, la sécurité, le fonctionnel, la maintenance et la qualité du design, ça va ensemble. Moi, je trouve. C'est à quoi on est arrivé, quoi. Et c'est plutôt rassurant qu'on arrive à faire ça. Voilà. Et donc la maintenance, ben après, je pense qu'ils ont pris du plaisir, tu les connais mieux que moi, mais à mettre au point notamment la verrière, le fait qu'on arrive à produire cet objet, je pense qu'ils sont satisfaits d'avoir eu aussi été associés à cette innovation, à cet objet dont ils ne voulaient peut-être pas au début, mais qui finalement, j'espère, leur plaît quand même beaucoup maintenant. Enfin, on est fiers de ça en tout cas. Je peux donner un exemple justement des échanges entre la maintenance et du coup, la conception des piles. Initialement, les descentes d'eau pluviale étaient intégrées à l'intérieur des piles. Et ça, la maintenance, là, ils nous ont dit non. Il faut trouver une autre solution. Ils demandaient une boîte à eau et puis d'avoir la descente qui était accessible. Et donc là, l'évolution a été de finalement creuser la pile pour pouvoir intégrer la descente dans le volume quand même initial de la pile pour qu'on n'ait pas des éléments supplémentaires au dessin de la pile. Et donc il a fallu recalculer pour être sûr qu'en enlevant de la matière, les piles étaient toujours structurellement correctes et satisfaisantes. Donc voilà, ça c'est un exemple d'évolution, en plus de l'objet au cœur du viaduc, de la pile, avec les échanges entre la maintenance, l'architecte et puis la maîtrise d'œuvre qui était là aussi. Serge, tu veux rajouter quelque chose? Non? Pourtant, on a passé des heures avec la maintenance. On lui passe le micro. Hein. C'était une expérience très formative de ce point de vue parce que ça t'amène à te confronter avec la maintenance. Ce n'était pas un secteur qui était tout le temps fréquent dans les domaines d'archi. Et c'était quelque chose qu'on était arrivé à gérer et avec beaucoup d'allers-retours, avec beaucoup de présentations, de dessins, de discussions. Et je pense qu'à la fin, même s'il y a quelques petites modifications que je vois, dans l'ensemble, les pièces les plus importantes du projet, on est arrivé à respecter notre objectif. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, qui concerne plutôt l'articulation avec, on va dire, l'infrastructure de la ligne à chaque extrémité et la gestion. On voit que l'opération a duré 10 ans entre le concours et la livraison,
si je ne me trompe. Et donc, je pense que cette 10 années, elle se superpose à un planning autre qui est celui de la ligne elle-même, pardon. Et donc, voilà, si vous avez quelques éléments à nous indiquer sur cette superposition des temps différents et les relations d'articulation entre ouvrages autonomes, en fait. Enfin, autonomes ou pas. Le viaduc avait une particularité, mais Benjamin, tu compléteras. Il devait être livré plus tôt dans le projet par rapport à la mise en service, 2 ou 3 ans avant, si je ne me trompe pas, parce que c'était le lien qui permettait la maintenance des rames de la ligne 11, de leur atelier historique au Lilas, au nouvel atelier. Donc avant la mise en service de l'ensemble du prolongement, il y a eu un transfert qui n'a pas été visible pour les voyageurs, parce qu'il n'y a eu quasi pas d'interruption de la circulation sur la ligne 11, pour organiser tout le transfert de la maintenance des rames sur le nouvel atelier terminus, donc dans la boucle de Rosny, et qui nécessitait donc que le viaduc soit prêt pour le transfert des rames. Donc le viaduc il a été prêt largement en avance, et c'était effectivement une des conditions du planning de l'ensemble de l'opération qu'il le soit pour permettre cette maintenance des rames. Mais je te laisse compléter, Benjamin. Oui, non, je sais très bien ce que dit. Moi, je voulais parler d'autre chose. Alors, sur le projet aussi, dans l'acceptation du projet, et notamment du viaduc, il y avait une petite anecdote rigolote, c'est que le maire de Noisy-le-Sec était fortement opposé au viaduc, il n'en voulait pas. Il a quand même voté pour le projet de Marc Imram quand on a voté pour le projet. Et 1 an ou 2 ans après, je ne sais plus, quand il a fait ses vœux, sa carte de vœux, c'était le viaduc. Donc c'était quand même... C'est devenu l'emblème, à un moment donné, c'est vraiment devenu l'emblème de la ligne. L'objet qui était craint, qui était redouté, est devenu finalement l'image, un petit peu l'icône de la ligne 11. Voilà, donc allez voir, et c'est vrai que c'est... Alors pour beaucoup aussi, les élus, notamment de la région, c'était « Ah, on a un vrai métro ». Donc c'était cette ressemblance entre le viaduc et la station avec les lignes de métro parisienne aérienne, c'est assez évident sur la légèreté, sur le métal. Ils ont dit, on ne s'est pas moqué de nous, quoi. En Seine-Saint-Denis, on nous a fait un vrai métro, un truc de qualité, un bel objet. Alors ça, plus les stations avec les voûtes et le carrelage biseauté, dit, on nous a fait un vrai métro. J'étais extrêmement fier de ça et touché aussi qu'on fasse ce métro-là. Voilà, c'était quand même une belle leçon. Et il y a même qui jouait sur le côté métropolitain, parce que le métropolitain, c'est la métropole, et c'était à l'époque de la métropole du Grand Paris. Donc en fait, on élargissait la métropole à une dimension qui n'était pas que Paris, mais le Grand Paris. Et c'était la ligne 11 était le premier jalon de ce nouveau métropolitain. Voilà. C'est aussi le résultat prouve que, à mon sens, dans le Grand Paris, on aurait pu faire beaucoup plus de viaducs. Parce que si on regarde positivement, on s'aperçoit que d'abord ça coûte effectivement, je sais pas combien de fois, beaucoup moins cher en tout cas. Alors sur le coup, oui, c'est un peu moins cher, mais en fait, ce qu'on ne paye pas là, dans le souterrain, on le paye beaucoup avec les concessionnaires, parce qu'on n'a pas eu de bol aussi, là, cet endroit-là. C'était truffé de réseaux en dessous, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'était un endroit qui était un peu délaissé, on avait fait tout passer par là, donc une conduite d'eau potable de 2 mètres et quelques, de la haute tension, du gaz, on va tout passer là. Hein. Donc à un moment donné, il a fallu tout dévier, et c'était quand même une grosse enveloppe de déviation de concessionnaires. Alors évidemment, il y a moins de foncier, quoique on a eu aussi, on le voit à droite, le lotissement des gens du voyage. Il a fallu aussi déplacer 4 maisons, ça a été très compliqué, c'était très tendu aussi ce moment-là. Mais oui, il y a quand même d'autres. Quand on est en aérien, c'est peut-être moins cher, mais on a quand même toutes les liaisons avec le sol qui sont plus coûteuses. Et, voilà. Mais c'est quand même globalement un peu moins cher. Voilà. Ouais. Quand on est à 25 mètres, on a quand même moins de problèmes. Avec le tunnelier, quand même, c'est plus simple. Ouais. Autre question? Ah, si. Bonjour, merci pour toutes les présentations d'aujourd'hui. C'était très enrichissant pour nous. J'ai une question concernant la présentation d'avant, concernant Montreuil. Si on compare le tissu urbain autour des lignes 9 et 11, on voit que c'est très différent, qu'on a un développement qui est
vraiment très différent entre ce qui est autour de la ligne 9 et ce qui est autour de la ligne 11. C'est quoi l'impact du métro concernant ce développement et comment ça s'est passé? Comment on a eu cette différence et ce décalage entre ce qui est autour du métro 9 et ce qui est autour du métro 11? La 9 à Montreuil? Oui, parce que c'est la ville faubourg, en fait. C'est vraiment la ville proche de Paris, c'est le bas Montreuil. Donc c'est un peu le prolongement de Paris. Tandis que la Boissière, on est sur le plateau, on est aux confins. Enfin, c'est vraiment une autre dynamique, enfin un autre tissu, une autre histoire urbaine, en fait. Oui, parce que en fait, le bas Montreuil, c'était l'éviction, Faubourg Saint-Antoine, les fabriques. Et encore à Montreuil, on n'a pas eu les grandes infrastructures, comme il n'y avait pas le train, il n'y avait pas les canaux. Donc ça, c'est resté quand même assez mixte. Il n'y a pas des grandes zones d'activité comme dans le nord de la Seine-Saint-Denis. Mais du coup, voilà, avec l'arrivée de ces activités des fabriques, du coup, il y a eu la densification. Et donc, on est sur... voilà... La Boissière, on est beaucoup moins l'hybridation, elle est beaucoup moins forte en activité. C'est plus pavillonnaire, en fait. En tout cas, on peut souhaiter, puisque le métro aérien historique il est là depuis plus de 100 ans, que cet ouvrage qui sera là également pour plus de 100 ans, il puisse accompagner toute une mutation urbaine, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est que le viaduc s'inscrit dans un secteur où il y a eu une grosse mutation du côté de Rosny. Il y a une SEM qui a mis en place tout un projet d'aménagement avec des densités très importantes. Donc là, on est à droite du viaduc, côté Rosny-sous-Bois. Par contre, à gauche, on a parlé du parc, qui a été effectivement sanctuarisé, qui a été presque amélioré avec la présence du viaduc, mais il y a aussi toute une zone logistique qui est en contrebas de la station aérienne. Et je pense que d'ici 10 ans, 20 ans, c'est certain qu'il va y avoir aussi des mutations. Donc je pense que le paysage urbain dans lequel s'inscrit le viaduc, il n'est pas figé. Et effectivement, j'espère qu'il va pouvoir accompagner la transformation de la ville, et peut-être même Domus. Domus, le grand centre, il est là aujourd'hui. Est-ce qu'il sera encore là dans 10 ou 20 ans? On verra. Mais voilà, donc je pense que ce viaduc, je pense qu'il va être au cœur, comme celui de Paris dans les arrondissements qu'il traverse, au cœur, je pense, de mutations et de transformations urbaines qui vont se poursuivre au-delà de l'histoire de l'infrastructure en elle-même. Oui, Marc Mimram a parlé du viaduc et de l'exemple du métro parisien. Je me demandais si les usages de l'espace public au-dessous du viaduc avaient été aussi pensés. Quels sont les usages? Est-ce que ça est quelque chose de comparable? Est-ce qu'il y aurait une continuité historique aussi de l'usage qui est fait de l'espace public sous le métro et le viaduc? Je n'ai pas tendance à croire qu'il faille déterminer cela. C'est-à-dire que c'est un espace public, en tant que tel, il est offert à tous, il est réapproprié par tous, il donne accès à Montreuil par ce côté-là, il y a le jardin d'un côté, il y a le Domus et la ville de l'autre. C'est très urbanisé, comme tu le disais à l'instant, tout ça a été transformé très rapidement. Et je pense que la qualité de cet espace, c'est d'être neutre. Pas neutre, mais d'être non déterminé. On vient de finir, on est en train de faire un très grand ouvrage à Saint-Denis, entre l'arrivée de la gare de la ligne 14, et c'est deux grandes nefs, une qui va devenir une gare et l'autre qui devient rien. Je dis ça de manière provocative. C'est bien que les espaces publics ne soient pas entièrement dessinés, redessinés et destinés. Les espaces publics devraient garder leur caractère d'acceptation de tout type d'événement. Il y en a qu'un sur lequel je suis un peu embêté, on a fait un viaduc comme ça de 800 mètres de long
avec un toit comme ça à Rabat, au Maroc. Et on a des appuis, on a mis de l'eau, de l'électricité en bas. Et j'ai dit un jour, il faudrait que ce soit un souk. Mais pour moi, c'était positif de dire un souk. Mais pour les Marocains, ils n'ont pas du tout apprécié. Et maintenant, aujourd'hui, à la place du souk, il y a la police. Ça, c'est l'endroit le plus propre de toute la ville. C'est nickel, mais malheureusement, il n'y a pas la vie, quoi. Et là, je pense que les gens, ils sont à l'abri, quoi. Ça suffit. Il faut. Ben, si on veut mettre des terrains de basket, on ne va pas dessiner la ville en fonction des terrains de basket, parce que, en plus, les gens ont une capacité à transformer à adapter tout ça, quoi. Il faut que l'espace public, je crois que sa qualité principale, c'est d'y avoir porté attention. C'est déjà beaucoup. Comme le disait Benjamin tout à l'heure, on n'a pas fait moins bien qu'à Paris, on n'a pas fait banlieue, quoi. On a fait chic. Donc, faisons bien le travail en banlieue et tout ira bien. Merci beaucoup. Je remercie à nouveau Marc Mimram. Merci Zoul Giroux. Tu es venu au cœur d'une actualité, d'une urgence, mais qui a quand même néanmoins permis que tu puisses être avec nous. Merci beaucoup. Merci Marilyn. Merci Benjamin. Merci à tous. Donc on se retrouve à 14h. Merci. Oui, on peut les applaudir. Oui. Donc il y a un buffet en salle 2. Voilà, et vous êtes cordialement invités au déjeuner. Et on se revoit à 14h. Merci.